Donc, bonjour à tous et tous. Donc, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, monsieur Romana, je suis très heureux d'ouvrir cette nouvelle réunion de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale qui se déroule de manière mixte, en présentiel, mais aussi à distance pour les personnes non présentes à Paris. Je vous rappelle que cette audition fait l'objet d'une diffusion en direct sur le portail de l'Assemblée nationale et que la vidéo sera ensuite disponible à la demande. Depuis quelques années, nous sommes entrés dans une période qui tente d'appréhender l'histoire et le souvenir des violences par le biais de la réparation. Cette réparation peut prendre plusieurs formes, symboliques, matérielles ou politiques. La réparation symbolique s'illustre notamment à travers des déclarations ou la construction de monuments à la mémoire de communautés oubliées ou de victimes d'événements tragiques. Je pense notamment à l'exemple des Pays-Bas en 2022, dont le Premier ministre Mark Rutte a qualifié le crime contre l'humanité, la traite qui avait été mise en place dans son pays. Je pense aussi au président du Venezuela, Nicolás Maduro, qui a demandé en 2023 la création d'une commission pour la vérité historique du colonialisme et pour la réparation de toute l'Amérique latine et caribéenne. C'est dans cette logique de réparation symbolique que s'inscrit l'annonce en 2018 par le président de la République de la construction d'un mémorial national des victimes de l'esclavage. Nous sommes les premiers témoins, l'histoire de la traite continue à bousculer le présent. Il faut rappeler ici que pendant 2 siècles durant, à partir de 1625, près de 4 millions de femmes et d'hommes ont vécu en esclavage dans les colonies françaises. En 1848, à la veille de l'abolition, ils étaient quelques 200 000 à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion. Depuis 2011, l'association CM98, dont le nom fait référence à la marche silencieuse organisée en mai 1998 en mémoire des victimes de l'esclavage, s'est lancée dans un défi titanesque, celui de recenser les noms d'anciens esclaves affranchis en 1848. Nous recevons aujourd'hui l'un des fondateurs de cette association, M. Serge Romana, qui est également coprésident du comité de pilotage du Mémorial national des victimes de l'esclavage. Il reviendra sur le travail généalogique mené par le CM98, mais également sur sa vision du processus d'élaboration de la mémoire de l'esclavage. Alors que le mémorial doit être érigé en mai 2025, cette audition est l'occasion de retracer les difficultés qui ont pu être rencontrées au cours de la procédure, que ce soit des difficultés relatives au lieu choisi, à la place de l'art, mais également à l'enjeu politique. Peut-être pourrez-vous notamment nous dire si vous avez pu constater un risque d'instrumentalisation. En termes de calendrier, est-ce que vous pensez que les délais seront tenus? Monsieur Romana, vous avez la parole. Merci, merci Monsieur le Président. Merci à vous tous et toutes d'être présents. Il était vraiment important pour moi aussi que vous puissiez, entre guillemets, porter ce projet. Parce qu'il va inscrire de façon importante et durable l'histoire de nos pays par l'intermédiaire de ceux qui ont été esclaves. Et ça, c'est pas rien. Je vais... ouais. Le problème, c'est que... ça va venir. Voilà. Il est où le zoom? Je ne sais pas où se trouve le zoom, il est parti. Il était ouvert. Je suis désolé, mais je vais être obligé de tout refaire pour ce qui me concerne. OK.
bien. Bien. Ben, écoutez, je vais commencer sans plus tarder. Je ne sais pas pourquoi j'ai un... Ouais, je vais couper, c'est le mien. Oui, j'ai bien compris, ouais. Il faut que je sois capable de le couper. Voilà. Normalement, je suis coupé, là. Non, c'est le volume de votre haut-parleur d'ordinateur, il faut le baisser au maximum. Voilà. Là, c'est bon. Très bien. Ça va finir par se faire. OK. Bref. Bien. Ben, écoutez, je suis embêté la façon, mais en fait, c'est pas très grave. On va faire comme on a. Donc, voici. Alors, donc, en fait, le projet de mémorial date véritablement de 2015. Donc, ça fait un bon bout de temps, en fait. Il date de 2015. Le jour où on l'a présenté correctement, c'était le jour des attentats. Voilà, donc je me souviens très très bien, novembre 2015. Et en fait, c'est un dossier qu'on a d'abord remis au président de la République de l'époque, François Hollande, puis on l'a remis ensuite au président de la République actuel, Emmanuel Macron, avec donc un projet abouti, en termes de présentation au moins, et donc voilà, dont les objectifs sont résumés sur donc, la fiche qui est ici. Ça faisait suite en fait à tout un travail qui avait été développé, et ce travail avait donné lieu à un mémorial itinérant, comme vous voyez ici, où on avait mis pour la plupart des villes qu'on avait à l'époque les noms et les prénoms des personnes qui avaient été nommées en 1848, j'y reviendrai après. Mais ce qui était clair, c'est comme vous le voyez, c'est que vous voyez l'attroupement des personnes, ça c'est 2006, 2008, en retrouvant le nom de leur famille. Puisque jusqu'alors, la question de l'esclavage et du souvenir de l'esclavage chez les nôtres était quelque chose soit de honteux, de douloureux, mais là, on ne pouvait pas dire qu'on n'était pas des descendants d'esclaves, puisque les noms qui étaient là étaient les noms, c'était nos propres noms. Et à cette occasion, on a vu clairement qu'il était important qu'on ne puisse pas rester à un mémorial itinérant, j'allais dire SDF, mais qu'on puisse présenter le projet donc, de mémorial national. Voilà. Parce que nous pensions que la meilleure façon d'honorer la mémoire de ceux qui ont disparu, c'est de l'inscription de leur nom. Voilà, c'est ce que nous pensions. Ils sont disparus, ils ne sont plus là, et la façon dont les humains ont trouvé pour honorer la mémoire des personnes qui sont chères, qui leur sont chères, c'est d'inscrire les noms, puisqu'ils ne sont plus là. Donc, on a pensé qu'il fallait un mémorial national. Et pour ça, non seulement on avait déposé le dossier, mais en plus de cela, nous avons créé un vrai mouvement de la société civile. Et vous voyez ici la marche du 23 mai 2018 en souvenir donc, du 23 mai 1998, où vous avez eu toute une série de personnalités qui ont défilé avec une banderole, une autre fois c'est possible. Mais le deuxième point, c'était nous marcherons pour que soit édifié dans les jardins des Tuileries à l'époque le mémorial des noms attribués, blablabla, etc., etc. Donc, non seulement c'était au départ une revendication d'une association, mais nous ne souhaitions pas que ça reste une revendication d'une association. Nous souhaitions que ça soit porté aussi, de façon plus large, par la société civile. Et donc, vous voyez ici, vous ne voyez pas, voilà, ça prend un petit peu de temps,
Mais les premiers signataires, non seulement, mais vous avez beaucoup de personnalités associatives, mais vous aviez à peu près de 130 associations d'outre-mer, et ça c'est leur président qui est marqué ici, mais vous aviez ici les élus, et vous avez toute une série d'élus que vous connaissez à l'époque, beaucoup, qui ne sont pas du tout seulement originaires de l'outre-mer. Et puis vous avez des personnalités universitaires, vous avez des personnes nominées pour des prix Nobel, toute une série de journalistes, et puis ensuite vous avez la longue file des personnes qui ont signé. Et c'est avec ce projet associatif, ce projet également soutenu par la société civile, que, après cela, que le président de la République, c'est pas en 2013, hein, c'est en 2018, a dit, voilà, je souhaite aussi que la République se souvienne des esclaves eux-mêmes pour que jamais ne s'efface leur souffrance. Je soutiens le projet dirigé à Paris dans les jardins des Tuileries Mémorial National qui rend hommage à ces victimes, comme le demandent légitimement plusieurs acteurs de cette mémoire. Ceci, c'était à la suite. Donc, il faut imaginer que c'est un long travail associatif, dont on aura le temps de parler, qui a d'abord donné lieu à une expérience d'un mémorial itinérant, qui a rencontré un écho très fort auprès donc des personnes dont les noms figuraient, et qui ensuite est devenu un projet beaucoup plus large, soutenu par, comme vous l'avez montré, différents corps de la société. J'ai oublié de dire que l'ensemble des centrales syndicales avaient soutenu, l'ensemble des 4 associations de lutte pour des droits de l'homme, SOS, Ligue des droits de l'homme, MRAP, et puis la LICRA avait soutenu. C'était vraiment un soutien très très large, extrêmement large. Et donc le président, devant ça, a dit qu'il était d'accord. Je vous passe pour l'instant toutes les vicissitudes, mais ceci s'est traduit le 3 juillet 2023 par donc la création d'un comité de pilotage du Mémorial national des victimes de l'esclavage, qui avait comme objectif de définir la stratégie et de suivre la réalisation de ce mémorial. Alors, on a passé un pas supérieur d'un point de vue de l'organisation. Mémorial, donc, qui est comité de pilotage, donc, où vous avez toute une série donc, d'administratifs, qui est coprésidé par moi-même en tant que président de la Fondation Esclavage et Réconciliation, dans lequel se trouvent des directeurs généraux du patrimoine, etc., etc., la mairie de Paris, bien sûr, on verra pourquoi tout à l'heure, puis le président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, et les 4 associations qui fournissent les noms, qui ont travaillé sur les noms. CM98, les professeurs de l'Association d'histoire et de géographie régionale de la Guyane, la Marichfa, qui est une association martiniquaise, et M. Gilles Girard, qui préside le collectif réunionnais pour le nom de la mémoire, bref. Et puis, un certain nombre de personnalités qualifiées, dont Sonia Shankun, qui est ici. Voilà. Donc, il s'est installé le 36-2023. Le 20 septembre, il a validé le lieu et la note de cadrage. Le 15-12-2023, il a validé le pré-programme pour l'appel d'offres qui a été publié en fin décembre 2023. Et le 7 février, il a validé le programme pour les 3 sélectionnés. J'y arrive tout de suite. Le lieu, nous l'avons fixé aujourd'hui, c'est clair, net et précis, il n'y a pas de souci, dans le jardin de Trocadéro. On va voir ça tout à l'heure. Ensuite, la maîtrise d'ouvrage, c'est la Direction générale de l'outre-mer. Et comme ce n'est pas sa spécialité de construire des mémoriaux, il y a une maîtrise d'ouvrage déléguée qui est l'opérateur des patrimoines et des projets immobiliers de la culture, l'OPIC. L'appel d'offres a été donc publié le 22 décembre 2023 et s'est instauré ce qu'on appelle un dialogue compétitif. C'est la procédure qui a été donc retenue pour ce projet.
il y a eu, après l'appel d'offres, une vingtaine donc, de groupes. Je dis bien des groupes, hein, puisque c'est des groupes composés de paysagistes, d'architectes, de scénographes, de spécialistes de l'éclairage, etc., etc. C'est des gros groupes, en fait. C'est des conglomérats qui se sont positionnés parce que l'idée, c'est que on est dans les jardins, du Trocadéro, et donc ça nécessite toute une série de compétences. Le porteur de projet est un paysagiste, puisque c'est un jardin, et ça demande effectivement beaucoup de compétences. Il fallait choisir quand même des groupes assez costauds. On en a choisi donc 3. Le 8 donc, février, ils ont donc fourni une offre intermédiaire le 11 avril 2024, première. Le 7 juin, ils vont fournir une deuxième offre intermédiaire, après avoir discuté avec eux, les critiques, etc. L'offre définitive sera remise le 22 août 2024. Et le classement pour l'attribution de la maîtrise d'œuvre sera effectué le 12 septembre 2024. Donc, en fin 2024, le choix va être fait. Le président de la République va annoncer ce choix, je ne sais pas dans quelles circonstances, mais ce qui est certain, c'est que dès octobre commence donc l'étude du marché, les permis d'aménager, les travaux, etc., etc. Et ce qui est avec tout ceci, on pense qu'il est fort probable que ce soit inauguré, non pas en 2025, mais que ce soit inauguré le 23 mai 2026. Parce que les travaux, eux-mêmes, c'est 7 mois. Toutes les procédures d'études de marché, ça prend du temps. Les recours, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Ce n'est pas du tout mon domaine, mais bon, j'ai compris que ça va être juste. Donc, il est quasi certain que ça va être donc inauguré le 23 mai 2026. Le budget est autour de 5 millions d'euros. Alors, pour montrer en gros ce que c'est, vous avez une vue ici, cet axe, avec ici le Palais de Chaillot, la place des Droits de l'Homme qui est ici, la fontaine de Varsovie qui est ici, le pont de Iéna, la tour Eiffel qui est ici, le Champ de Mars. Et nous parlons de cette surface. Donc, en fait, du jardin qui est attenant donc, à cette aile où se trouve le musée de l'Homme, le musée de la Marine. Le Trocadéro, comme vous le savez, est le lieu où a été proclamée la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous voyez donc qu'il s'agit d'un endroit qui est en pente. Je dis ça parce que ça génère donc des contraintes, des servitudes environnementales qui sont considérables, parce que vous ne pouvez pas, c'est un jardin à l'anglaise, vous n'avez pas à rompre les courbes, vous n'avez pas à toucher aux arbres, ni aux fondations des arbres. Bref, il y a des servitudes qui sont présentes, c'est donc complexe. C'est un site qui est magnifique, il est vraiment magnifique, je vous assure. Alors au départ, c'était prévu de part et d'autre de la fontaine de Varsovie. On a refusé cette possibilité. Lorsqu'on va donc au Trocadéro, vous avez tous les touristes au Trocadéro sur le parvis, mais vous n'imaginez pas le calme qu'il y a de l'autre côté. C'est impressionnant. Hein. On change de lieu, puis c'est un très beau lieu. Et donc, vous imaginez que les groupes qui travaillent là-dessus, je peux vous assurer que je ne peux pas dévoiler leur projet, ça pourrait invalider le concours, mais donc ils font preuve de beaucoup d'imagination, parce que à une histoire catastrophique, il faut, pour que cette mémoire puisse être acceptable, il faut que ce soit beau. C'est le magnifique qui doit être le pendant de l'horreur. C'est donc un travail important et difficile. Le cœur, en fait, du mémorial,
et qui a posé beaucoup de problèmes auparavant, ce qui a conduit à l'invalidation, en fait, du premier concours, ce sont les noms. On ne voulait pas d'allégorie à l'esclavage. Ce n'était pas notre sujet, ça. Ce qu'on voulait, on voulait que le nom de nos parents soit inscrit au cœur de Paris. Et que les descendants puissent trouver de la fierté dans cette inscription. Il y a à peu près 100 000 noms, à peu près 234 000 prénoms. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui fait, en termes d'inscription, une inscription de 300 à peu près 30 000 personnes. Vous voyez que le cœur, en fait, ici, vous avez le cœur du sujet. Alors, ceci n'est pas du tout une représentation précise. Ça, c'est le travail du programmiste, travail donc qui est fourni, en fait, qui a été fourni aux candidats. Ils savent qu'il existe une inscription avec la Guadeloupe, avec ses 87 500 personnes, Saint-Martin, la Martinique, la Guyane, la Réunion, et les pays où, qui étaient français, où il n'y a pas de nom, ce travail-là n'a pas été fait, Saint-Barthélemy, Mayotte, Saint-Louis, Gorée, Haïti, seront représentés d'une certaine façon, qu'il faut qu'ils soient représentés. Et vous avez ici l'obligation d'avoir un espace qui s'appelle l'espace de l'esclave sans nom. C'est-à-dire qu'un Brésilien, un Noir américain, bref, un descendant d'esclave de quel que soit le monde, l'endroit où il est dans le monde, doit trouver un endroit qui est le sien. À côté donc de ce cœur, il existe un chemin de l'histoire parce qu'il faut une contextualisation, donc il y a une commission d'historiens, une vingtaine d'historiens qui ont planché. Il ne s'agit pas de faire un musée ouvert, il s'agit il faut imaginer dans le jardin un parcours où les gens parcourent l'histoire. L'histoire de l'esclavage de façon générale, puis de l'esclavage colonial, puis il y a un panneau sur la traite avec les traites africaines. Ensuite, vous avez l'esclavage réellement dans les colonies françaises, avec différents aspects, mais de façon à ce que des scolaires puissent comprendre assez simplement les éléments basiques de l'histoire. Il y aura donc un message à la nation à chaque entrée du mémorial, et tout ceci s'accompagnera aussi, ce qui est ici marqué un réseau de la mémoire, c'est-à-dire en fait de mémorial immatériel, digital, dans lequel on va retrouver les noms, bien sûr, mais on va retrouver aussi les noms des personnes affranchies avant 1848. Parce qu'il faut savoir que s'il y a 70 000 personnes affranchies en Martinique en 1848, vous en avez déjà 37 500 qui sont libres. L'esclavage, c'est pas je suis esclave, je ne suis pas esclave. Il y a un dégradé considérable. Et en Martinique, j'ai pris l'exemple de Martinique parce que c'est celui qui est le plus important, 37 500 affranchis. Parce que vous imaginez, c'est considérable. La moitié des personnes, entre guillemets, descendantes d'esclaves, sont affranchies. C'est considérable, en fait. C'est énorme. Pas la moitié, mais le quart. Donc c'est un travail fait par des historiens, des philosophes, des anthropologues, etc., qui sera en interaction avec aussi le Musée de l'Homme, où il devra y avoir dans le Musée de l'Homme un espace où justement les gens pourront venir retrouver leur généalogie ou apprendre. Enfin, on n'a pas encore ceci fait l'objet de discussions qui ne sont pas du tout abouties. Donc, comme je vous disais, budget d'environ 5 millions d'euros, inauguration la plus probable le 23 mai 2026. Voilà, ça c'est on va dire la première partie de l'exposé. On peut d'ailleurs rester totalement là-dessus, puisque l'autre partie, c'est plutôt tout l'historique et le message mémoriel, et la ligne mémorielle, etc., etc. Mais déjà, je voulais
je voulais vous montrer qu'on ne sommes pas du tout dans une situation où c'est un projet comme ça. C'est déjà avancé. On n'est plus dans les sphères politiques. On est dans les sphères organisationnelles. On est dans les sphères de réalisation. Et normalement, alors, je voulais d'emblée que vous sachiez, que vous informer, mais il est évident que une fois le maître d'œuvre choisi, il est clair et net que c'est un autre niveau, et là, l'association des parlementaires d'outre-mer va être extrêmement importante, parce qu'il est clair que, ne serait-ce que parce que les listes de noms dont on va parler, les listes de noms constituent un patrimoine immatériel des différents pays. Vous imaginez, c'est-à-dire à qui appartiennent ces noms? Qui doit veiller sur ces noms? Qui doit entretenir les bases de données? C'est donc des questions importantes qui concernent les collectivités, chacune, et auxquelles il faut vraiment réfléchir, hein. Et donc, pour l'instant, c'est géré de façon associative. Le mémorial lui-même, sa gestion lui-même doit être discutée, c'est pas encore réglé tout ça. Et puis je pense que, comme je vous dis, c'est quelque chose qui touche les différents pays. Je ne parle même pas de l'inauguration où on ne peut même pas imaginer que les représentants donc, de ces pays ne soient pas présents. Et lorsque je parle de représentants, je ne parle pas seulement des parlementaires, je parle aussi des maires. Pourquoi des maires? Parce que les noms seront représentés par commune et par territoire, et que la nomination s'est faite dans les communes, et que les noms sont les noms des administrés des communes. Donc, est-ce que on va faire une inauguration où vous aurez, je sais pas, des présidents d'Afrique ou de la Caraïbe, etc., et que les maires des communes ne soient pas présents. Voilà la première partie donc de mon exposé, de ma présentation. J'attends vos questions. Et puis, après, juste pour vous montrer, il y a tout le travail mémoriel qui a conduit à ça. Mais je souhaiterais d'abord qu'on puisse, je pense que c'est plus juste de faire comme ça. Merci bien, M. Romana, pour cette présentation. Donc moi, j'ai deux, trois questions, mais avant, est-ce qu'il y a des collègues qui aimeraient intervenir en amont, à chaud, après l'explication, le déroulé de ce mémorial qui est en préparation? Ah, Patrick, pardon. Christian. Oui, okay. Alors évidemment, on ne peut qu'encourager évidemment cette initiative qui est déjà bien avancée. Donc nous serons très attentifs à sa réalisation en fait. Mais en fait, j'interviens pour une question. La liste des noms, c'est évolutif. C'est-à-dire que s'il y a d'autres recherches historiques qui feraient qu'on trouve d'autres noms, est-ce que dans ce projet, il est prévu que ça soit évolutif ou qu'on puisse ajouter les noms en fait? Merci, Président. Monsieur le professeur Serge Romana, déjà merci pour mes collègues. Je ne sais pas s'il y a d'autres collègues là présents. Mesdames, Messieurs les collaborateurs, merci pour cette présentation et ce travail. Et que vous présentez avec beaucoup d'émotion aussi, on ressent qu'il y a un travail et une nécessité aussi de transmettre tout cela aux générations futures. Mon collègue m'a
est passé devant moi et c'était ma question parce que dans ma tête, c'était mais s'il y a d'autres noms qui arrivent, est-ce que c'est prévu? Mais en même temps, j'avais d'autres questions, mais vous avez répondu dans votre présentation. Mais je vais partir des... Moi, j'ai un rêve, c'est... Est-ce que pensez-vous d'une traduction régionale de ces mémorials national? Est-ce qu'on peut rêver d'un mémorial régional sur chaque territoire concerné? Parce qu'il est important, par exemple à La Réunion, nous avons le cimetière du Père Lafosse, couramment appelé le cimetière des âmes perdues, où les gens peuvent aller se recueillir et penser à leurs ancêtres, et quel que soit le lieu de l'île où on habite. Et je me dis que ce soit en Guyane, à la Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion ou à Mayotte, pas tous auront la possibilité de venir sur ce lieu. Le fait de penser que ça existe est extrêmement important. Il peut y avoir des connexions, mais très peu auront, et notamment les scolaires, etc. Et donc, pour moi, je me dis que peut-être il serait intéressant, dans la continuité de l'inauguration de ce mémorial national, d'avoir peut-être un mémorial régional qui qui se rassemble après ici sur le plan national. Oui. Alors, Max, vas-y, tu as la parole. Oui, bonjour mes chers collègues. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Serge. Qu'a fait? Bon, ben, je ne puis être là aujourd'hui, mais je vous suis de la Guadeloupe. Je voudrais saluer cette initiative qui prend sa source je dirais, dans une volonté déjà lointaine, mais bien ancrée. Donc, il me suffira simplement de saluer votre persévérance, toi et toute l'équipe associative, bien sûr. Et en ce qui concerne la déclinaison, j'ai peut-être un embryon de réponse puisque le 27, pas plus tard qu'il y a 2 jours, nous étions à Capesterre-Belle-Eau avec le docteur Gordien, Emmanuel Gordien, Toto. Et le maire de Capesterre-Belle-Eau a pris l'initiative d'une reproduction de la porte, pas forcément à l'identique, mais selon une très belle allégorie, très ressemblante en même temps, de la porte du non-retour qui se trouve à Gorée, et à Gorée au Bénin, et à Ouida, pour être précis. Je dis à Gorée, non, à Ouida. Et cela a entraîné de très, très, très nombreuses personnes, un public très nombreux. Et puis le plus fort, ce fut lorsque l'on a dévoilé les noms de tous ceux qui ont été libérés, les noms que l'on a donnés, bien sûr, hein, au moment de l'abolition de l'esclavage de 1848. Et d'après les discussions que j'ai eues avec le docteur Gordien, peut-être que je me trompe, il m'a dit que pour de nombreuses communes de la Guadeloupe et sans doute de la Martinique, en tout cas au stade de vos recherches, il y a la possibilité d'exposer, d'afficher ce même type de mur, en tout cas pour d'autres communes, tout du moins de la Guadeloupe, peut-être de la Martinique. Est-ce que tu peux nous préciser, est-ce que ça va en droite ligne de la question posée par mes amis Hugues et Christian? Est-ce que tu peux nous préciser à quel point vous en êtes avec cette étape? Y a-t-il d'autres questions avant que je pose les miennes? Non, c'est bon? Ok, ben je pose les miennes aussi alors. Alors moi j'en ai 3, hein, Monsieur Romana. La première, en 2013 vous parliez de tourisme mémoriel. Alors, moi au travers de cela, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer mais qu'est-ce que vous entendez par la notion de tourisme mémoriel et quelle a été sa traduction au cours des 10 dernières années? C'est ma première question. Ensuite, vous avez eu l'occasion d'affirmer que la réconciliation est selon vous un objectif politique majeur de la politique mémorielle de l'esclavage. Est-ce que vous estimez que cet objectif politique a été pris au sérieux
par le gouvernement et ceux qui l'ont précédé. Et en 2019, vous avez eu l'occasion de parler de mépris de la part de la France hexagonale à l'égard des territoires dits d'outre-mer. Est-ce que vous estimez qu'il y a une prise de conscience dans la classe politique nationale de ces questions de réconciliation, de mépris, de retournement du stigmate de la honte? Je vous cite en l'occurrence. Et troisième et dernière question. Pour terminer, alors, en 98, il y a eu la loi Taubira par rapport à la question de l'esclavage. Donc, dans cette loi, il y avait un comité de personnalités qualifiées chargé de déterminer le préjudice subi et d'examiner les conditions de réparation. En commission, les questions de réparation financière ont été écartées du texte et le texte est limité aux réparations purement morales. Donc la loi Taubira est devenue une loi mémorielle. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait remettre l'ouvrage sur le métier? Et au-delà des réparations symboliques, est-ce que vous pensez qu'il faut se pencher sur la question des réparations matérielles et politiques? Monsieur le Président, je n'attendais pas moins de vous. Ce sont des questions essentiellement politiques que vous m'avez posées. Alors, d'abord, on va sur le mémorial lui-même. Donc la question des listes évolutives. Oui, bien sûr, on a demandé, mais on va dire que c'est extrêmement... la réponse est très, 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 très précise. Elle est précise pourquoi? Parce que comment ça s'est passé, la question de la nomination, et comment avons-nous fait pour recueillir les noms? C'est la question, en fait, qui est derrière ça, et sur laquelle je voudrais revenir, mais je me demande s'il faut carrément que je ne fasse pas, pour répondre vraiment à tout ça, est-ce que je ne dois pas passer la suite? Enfin bon, bref, c'est pas très grave. En 1848, les personnes qui étaient en esclavage n'avaient qu'un prénom. Et en fait, elles avaient un matricule qui avait été attribué à partir de 1838. Alors pourquoi un matricule? Ça n'a rien à voir avec les victimes de la Shoah. C'est que jusqu'alors, les personnes en esclavage étaient sous la dépendance des maîtres seulement. Et ils faisaient la loi pour tout ce qui concerne les naissances, etc. C'était eux. Il n'y avait aucune visibilité sur qui était esclave, combien, etc., etc. Or, la question de l'abolition commençait à se poser. Et donc, pour pouvoir abolir et nommer, il faut savoir qui est qui. Et donc, à partir de 1938, il a fallu identifier précisément les personnes. Or, sur une habitation sans nom de famille, vous pouvez avoir, bien évidemment, plusieurs Juliettes, plusieurs Paul. Donc, à ce moment-là, il y a eu un recensement qui a été fait. Et dans ce recensement, il a été communal. Et dans ce recensement, les personnes étaient donc repérées par le maire de la commune, donc elles n'existaient pas seulement sur l'habitation, mais existaient dans la commune avec un numéro, qui était le matricule, qui permettait, en plus du prénom, d'identifier la personne d'un point de vue civil. Rien à voir avec la Shoah, où, lors de la Shoah, je vous rappelle, la personne était dépossédée de son nom et ne s'appelait que par son matricule. Les gens s'appelaient par leur prénom, les matricules, ils s'en balançaient, c'était pas ça le problème. C'est un acte administratif. Bien. Lorsqu'il a fallu abolir, il faut bien imaginer la chose, l'abolition de l'esclavage arrive avec en même temps la citoyenneté. Donc, les gens doivent voter. Et le problème, c'est qu'un citoyen, il a un nom de famille. Et donc, il faut donner des noms de famille. Alors, à la différence de ce qui s'est passé dans les pays anglophones, où les personnes ont pris le nom des maîtres, là, en France, ça ne s'est pas passé comme ça. En France, la méthode qui a été utilisée a été la méthode où on nommait des orphelins. C'est-à-dire, on ne pouvait pas donner à quelqu'un le nom de quelqu'un qui existait déjà. Il a fallu donc inventer des noms. Alors, je ne sais pas si vous imaginez. Vous avez été maire, certains d'entre vous peut-être ont été maire, mais imaginez que vous avez 100 personnes qui arrivent devant vous tous les jours et à qui il faut attribuer un nom de famille. Et il n'y a pas de liste de noms préétablie, hein. Il faut donner un nom. Vous faites comment? Et donc, ils ont été plongés dans leur imaginaire, en fait, où ils sont partis des prénoms. Par exemple,
Joseph a été nommé Phéjos. Mathurin a été nommé Thuram. Bref, il y a toutes sortes de noms. D'accord ? Sobieski, il y a des noms polonais, il y a des noms de villes de France, il y a toutes sortes de noms. Il y a une minorité de noms foutage de gueule, mais c'est une minorité. La grande majorité sont des noms qu'il a fallu inventer. Vous avez des noms, vous avez Capet, Capétien, le nom de Louis XVI, vous avez Dante, vous avez Virgile, vous avez, enfin, bref. Et donc, cette opération de nomination a duré près de 20 ans. Plus de 20 ans. Les gens ont compris que ça avait fait... Non, pas du tout, ça a duré plus de 20 ans. Et pour répondre donc à votre question, ça a été colligé, ça a été enregistré sur des registres. Donc le registre, ça commence de 1, ça va jusqu'à la fin. Donc lorsque vous avez votre registre, vous savez que dans une ville comme le Moule, il n'y aura pas d'autres noms à mettre. On ne va pas trouver d'autres noms. Parce que le registre, il est là. Les gens, ça a été marqué. Voilà, de 1 à tant. Le problème se pose lorsque vous avez des registres qui ont été perdus. Le cas le plus évident et le plus simple, c'est ceux de... alors, ces registres étaient dans les communes. N'étaient pas... Mais vous connaissez l'État français. L'État français est un État qui recopie. C'est un État où l'administration... il faut copier. Les fonctionnaires sont là. Donc, il y a eu plusieurs copies, en fait. C'est un truc invraisemblable. Hein. Et donc, il y a eu les registres. Il y a eu des copies qui ont été faites, et d'ailleurs qui n'ont pas été conservées d'ailleurs à des moments sur le territoire, ce qui a préservé de l'humidité, tout ça. Mais dans des villes, comme par exemple Saint-Pierre de la Martinique, l'éruption a fait qu'il n'y a plus de copies. Donc c'est explosé. D'accord ? Il n'y a pas. Ça, c'est pour Saint-Pierre. Mais vous avez également en Guadeloupe 8 villes, Bain-Mahault, Déé, Bouillante, Pointe-Noire, Vieux-Habitants, Baïf, Basse-Terre, Gourbert, Vieux-Habitants on avait, Gourbert et Goyave, pour lequel on ne sait pas ce que c'est devenu. Vous imaginez qu'aujourd'hui, on voit que c'est important, mais à l'époque, les gens n'avaient rien à faire. On en a trouvé une dans les poubelles, des registres de nomination. La pierre de Rosette entre nous et les personnes qui ont vécu en esclavage, c'est ça. Et c'était dans la poubelle. Parce qu'à l'époque, les gens s'en balançaient totalement. Donc, pour ces cas-là, là, on est dans une autre situation. Parce qu'il nous a fallu refaire les registres. Alors déjà, il faut imaginer, hein, je veux que vous imaginiez. Il faut vous imaginer qu'au départ, des gens sont allés dans les archives départementales, nationales d'abord, rue des Quatre Frères, à Paris. Imaginez des Antillais, c'est des Antillais, qui débarquent et qui photocopient des comment ça s'appelle, des planches là. Chaque fois, ça, j'oublie. Vous savez, c'est des planches et vous projetez ces planches sur un appareil. C'est des microfilms. Il faut imaginer ça. Hein. Vous avez des Antillais qui ont envahi les archives pendant 2 ans, qui ont photocopié tous les microfilms, ou qui allaient aux archives en Martinique, qui volaient volaient. Qui volaient, parce qu'on ne voulait pas en donner, donc qui photocopiaient en loose day, en fait, les trucs, pour ramener. Vous imaginez le truc. Je vais vous montrer après comment ça se passe, les planches, comment c'est des pâtes à mouches, et c'est vraiment compliqué. Et qui ont passé des centaines de milliers d'heures, je n'exagère pas, à copier, à taper. Un truc invraisemblable. Ça s'est passé à la Martinique avec la Marichfa, ça s'est passé à la Guyane, mais un peu moins. À la Guyane, c'est 13 500 noms, pas beaucoup. Les professeurs d'histoire ont fait ça assez rapidement. Guadeloupe, 87 500. Martinique, 70 000. Réunion, 60 000. Et ça s'est fait. Des gens l'ont fait. OK ? Et donc, en fait, pour répondre, pour ce qui est les registres, il n'y a pas de problème. Ils sont complets. Mais pour les 8 villes plus Saint-Pierre, il a fallu trouver comment faire. Comment faire ? Parce qu'on ne pouvait quand même pas ne pas avoir les nouveaux livres. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a épluché de 1848 à 1905 sur les ANOM, les Archives nationales d'outre-mer, les décès, les mariages, systématiquement, toutes les années,
pour repérer les personnes qui étaient nouveaux libres. Et comment on les repérait? Par leur métier, par le fait que des fois c'était marqué, inscrit, etc. Par le fait que lors des mariages, on disait aussi matricule, enfin on avait des éléments. Par le fait qu'ils étaient parents inconnus. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se trouve sur les registres, mais vous n'avez aucune idée de la condition des humains, où les gens leur demandent est-ce qu'ils savent où leurs parents sont enterrés. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Des trucs, mais invraisemblables. On a fait ça pour les mariages, on a fait ça pour les décès. Le problème, c'est que vous faites ça, puis les témoins, on a tout mis. Le problème, c'est qu'il faut repérer quand même, parce que vous avez eu des affranchissements avant. Or, beaucoup de cultivateurs ont été affranchis. Et on a dit qu'on ne met pas les affranchis, on met ceux qui étaient esclaves jusqu'en 1948. Il nous a fallu donc faire une banque de données des affranchis pour pouvoir les extraire, les affranchis. Et en plus de ça, on a fait une banque de données des petits propriétaires à partir de registres qu'on appelle des actes notariés. Donc, c'est des données qui sont considérables. Donc, dans ce cas de figure, on peut rater les gens. Parce qu'un individu a pu mourir dans la commune d'à côté. Et si, on avait l'ensemble des données parce qu'on avait les registres des nouveaux libres, on n'a pas fait le travail de décès. On peut rater quelques-uns. Et on a dit ça, on laisse un petit espace pour que les choses puissent être gravées comme on le fait au mémorial de la Shoah. Et c'est pour ça aussi qu'il existe donc le mémorial immatériel sur lequel tout va être branché. La traduction territoriale, mais évidemment, en Guadeloupe, il y a 2 mémoriaux. Il n'y a pas seulement celui de Capesterre. Il y a celui, je sais qu'il y a une erreur qui a été faite le 27 mai. Le premier mémorial est celui des Abîmes. Aux Abîmes, il existe le livre des noms et les noms sont marqués. À la Guyane, il existe en Guyane le mémorial des Guyanais victimes d'esclavage où les 13 000 sont marqués au jardin botanique. D'accord? Donc c'est marqué. Et j'ai entendu hier le président du conseil départemental de la Guadeloupe dire qu'il souhaite impulser la réalisation de mémoriaux dans chaque commune. S'il y a des monuments aux morts des guerres 14-18, 39-45, ben, on peut imaginer qu'il y a des mémoriaux qui sont à la gloire, enfin la gloire, le mot gloire ne ça va pas, mais qui sont en mémoire des personnes qui ont souffert en esclavage. Donc, je sais aussi qu'il y a un projet en Guadeloupe de faire un mémorial national, enfin guadeloupéen, un lieu où tout le monde est rassemblé. C'est ça, vous savez, je vais vous dire, hein, lorsqu'on a pensé à cette idée dans les années 2010, le premier objectif, c'est qu'en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, qu'il y ait ces mémoriaux. Nous avions signé une convention avec la région Guadeloupe pour qu'au niveau du Mémorial Act soit inscrit l'ensemble des personnes qu'on avait retrouvées. Ça ne s'est pas fait. Mais parce que tout simplement, il y a un chemin et un temps pour tout. Donc maintenant, ça commence à passer et c'est intéressant. Alors, le tourisme et mémoire, je réponds aux questions politiques du président. Le problème est que la question de l'esclavage est une question compliquée. Elle est compliquée parce que je ne sais pas, est-ce que vous souhaitez que je puisse montrer ce que j'avais à dire sur ces questions plus politiques ou pas? D'accord? Ok. Donc, je vais faire quelque chose là, parce que j'ai un truc que je ne comprends pas très bien. Ouais, c'est ça mon problème. Pourquoi c'est comme ça? Ah, voilà. Ok. Ok, d'accord, mais comment je fais pour revenir au zoom? Punaise. Voilà. Partager l'écran. Là, on entre en politique, c'est jamais très bon. Oui, mais il faudrait que je trouve mon truc, là. Voilà. Bien. Si on considère que nous sommes d'accord sur l'importance du mémorial ici, et qu'on a vu l'ensemble des questions liées donc au mémorial, que vous maîtrisez un peu le calendrier, on peut aller dans des choses qui fâchent un peu plus. Entre guillemets, non, j'exagère.
Oui, mais là, je ne sais pas pourquoi. Ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Bref. Ouais, je suis obligé de passer par là. Il y a un truc bizarre. Mais c'est incroyable, ça. D'accord, d'accord, d'accord. Je vous rappelle ce que vous connaissez parfaitement bien. En gros, le message ici, c'est que nos pays ont vécu 213 ans en esclavage, plus de temps en esclavage que en non-esclavage. C'est quand même une donnée quand même qui est lourde. D'accord? Bien. L'origine en fait, de la démarche, c'est ça. Moi, j'ai représenté l'esclavage comme ça. Alors vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire ces points-là? Il faut imaginer que dans un groupe humain, ce qui est quand même le plus important, c'est la parenté, c'est-à-dire les familles, la filiation. Et les gros traits qui sont là, j'aurais pu les mettre en blanc, c'est les filiations dans les familles béquées ou blanc-pays. Parce que dans ces familles, les personnes sont capables de partir de 1635 et d'arriver ici. Et c'est certainement l'une des plus grandes forces que ces personnes ont. Alors que les petits points qui sont là, c'est beaucoup les familles antillaises ou descendantes d'esclaves. Pas seulement en Guadeloupe, Martinique, Guyane. Hein. C'est-à-dire les familles sont courtes dans le temps. Parce que les gens ne peuvent pas s'affilier. Rien à voir avec les sociétés marronnes de la Guyane. Rien à voir. Les sociétés marronnes de la Guyane, ils partent du bateau et ils arrivent à eux. C'est clair, net et précis, vous le savez parfaitement bien. Et donc, en fait, ce sont des sociétés qui sont nées dans la violence, dans le racisme, en tout cas dans le préjudice de la couleur, la honte et la division. C'est clair. Et donc, pour nous, c'est une mémoire qui est douloureuse et honteuse. C'est une mémoire qui est oblitérée. Les gens ne connaissent pas cette mémoire, cette histoire. Il y a une rupture de filiation chez les descendants d'esclaves, c'est-à-dire un descendant d'esclave n'est pas capable de monter très haut. Et donc, lorsque vous avez un problème de filiation, les psychologues le savent, vous êtes en errance identitaire. Vous cherchez partout. Et comme il y a un ressentiment tenace, il y a des conflits raciaux, et évidemment, une société française qui est extrêmement culpabilisée, les demandes de réparation, etc. etc. Bien. En fait, notre problème en 98 était de régler cette question. Alors, pourquoi on s'est... Moi, je suis d'origine, en termes, on va dire, historiques, j'étais indépendantiste. Moi, j'ai grandi, je suis un enfant d'indépendantisme guadeloupéen. Très clair et très net. OK? Et dans les années 80, j'ai parfaitement compris, enfin, en tout cas, moi, dans ma pratique, que nous projetions en Guadeloupe une réalité qui n'était pas la nôtre, celle du peuple vietnamien ou des Algériens, etc., sans se rendre compte que les Algériens avaient vu les Français venir. Mais pas nous. On est nés sur place. Et ça change tout. Ça n'a plus rien à voir. Mais plus rien à voir. Et en fait, lorsqu'on regardait, et que donc la question mémorielle était une question majeure, parce qu'il n'y a pas d'identité sans récit, et il n'y a pas de récit sans mémoire. Ça n'existe pas. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul Ricoeur qui l'a théorisé, et il a bien raison. C'est-à-dire, il faut, dans un groupe humain, les gens se racontent ce qu'ils sont, à partir d'une origine. Et en général, cette origine, elle n'est pas honteuse. Lorsqu'elle est honteuse, les gens la cachent. Et naître dans l'esclavage, tout le monde dit que c'est un crime contre l'humanité, mais personne ne se pose la question, en tout cas à l'époque, ne se posait pas la question, qu'est-ce que veut dire naître dans et par un crime contre l'humanité? C'est compliqué de naître dans un crime contre l'humanité. Vous faites comment? Et ça veut dire quoi? Ça implique quoi? Quelles sont les conséquences? Ce n'est pas des séquelles, c'est quelles en sont les conséquences. La façon dont on racontait l'histoire, celle de la naissance, si on prenait jusqu'à 98, c'était la pensée, c'est ce qu'on appelle le chéchérisme, c'est-à-dire la naissance de ce groupe à la civilisation datait en fait de l'abolition de l'esclavage. Donc, si votre naissance, vous êtes né
vous savez, chacun d'entre vous, et d'entre vous, féminin ou masculin, vous connaissez votre date de naissance et vous fêtez votre anniversaire à chaque date de naissance. C'est logique. Si la date de naissance se trouve être 1848, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez éternellement commémorer les abolitions de l'esclavage, puisque c'est le départ. Donc vous commémorez votre date de naissance. D'accord? C'est logique. Il se trouve que lorsque les indépendantistes sont arrivés en Guadeloupe ou en Martinique en particulier, la mémoire anticolonialiste de l'esclavage ne s'est pas tournée vers les esclaves eux-mêmes, vers les victimes de l'esclavage. Mais dans le combat pour l'indépendance, il fallait bien une matrice de sens. Il fallait donc des héros. Et donc la mémoire anticolonialiste de l'esclavage a été une mémoire qui cherche les héros. Alors il y a des nègres marrons partout, alors qu'il y en a très peu. Et on a donc une mémoire collective en plus qui ne s'appuie pas sur l'histoire réelle. L'exemple le plus évident en Guadeloupe, c'est l'exemple d'Ignace. Alors là, c'est incroyable. Ignace est présenté comme un nègre marron, au départ, dans l'épopée Saint-Ruf, 63. Il est présenté comme un nègre marron, alors qu'Ignace est plus clair que moi. Ignace est plus clair que moi, mais pire, l'armée qui existait en 1802 avait combattu les planteurs, les révoltes de planteurs. C'était une armée à 70%, les chefs à 90% étaient clairs de peau, étaient des hommes de couleur libre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été soutenus largement par la population. Donc, c'est une mémoire collective de l'esclavage qui est anticolonialiste, qui est faite de briques et de brocs de combats anti-esclavagistes, mais qui ne se base pas sur une analyse, sur la réalité historique. Parce que de toute façon, elle est difficile d'avoir cette réalité historique. Il n'y a pas de chair d'esclavage. Il y a pas, vous vous rendez compte, c'est le point de départ de ces sociétés, ce qui pose problème, où il n'y a pas réellement une chair, une chair dédiée à ça, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion. Comment voulez-vous avoir un travail de mémoire et une mémoire collective de l'esclavage qui se base sur une histoire sérieuse? Donc, et en fait, nous étions ici, et notre problème, on commençait à se poser ce genre de difficultés, et puis je vous passe le détail du travail qu'on a fait à l'intérieur de nous, et donc on s'est dit que c'est assez étonnant. L'une des conséquences en fait de cette histoire, c'est la rupture de notre génération avec nos parents qui ont vécu en esclavage. Dans nos familles, il n'y a pas de mémoire familiale de l'esclavage. On ne vous raconte pas ça. On est très loin de tout ça. Lorsqu'on remonte de chez nos familles, on parle des esclaves. On ne parle pas des parents qui ont été esclaves. Et ça nous posait problème. Et nous pensions que si on n'inversait pas ça, jamais on pourrait se constituer en tant que groupe humain véritablement. C'était notre analyse à l'époque. Et donc, pour tester cette idée, on a donc fait la marche de 98. Encore une fois, c'est très important, on a testé une idée. L'idée qu'il ne fallait plus parler d'esclaves comme ça, mais de parents qui ont vécu en esclavage. Et on a posé aux gens la question, quand, où et comment, est-ce que ça vous est arrivé un jour d'honorer la mémoire de vos parents qui ont vécu en esclavage? Tout le monde fait des commémorations, parlait des héros, mais les aïeux qui ont vécu en esclavage, les gens n'avaient jamais fait ça. Donc on s'était dit, on va faire cette marche. Président, je vais répondre à vos questions tout de suite. Ne vous en faites pas, ça va arriver. Bien. Je les ai en tête, parce que je me le sais supposer aussi. Donc, je sais. Et donc, en fait, pour répondre à ça, on s'est dit, bon, on va tenter l'expérience de voir comment les gens vont réagir lorsqu'on va leur dire, marchons pour honorer la mémoire de nos parents, parents auxquels vous n'avez jamais pensé. On a fait ça le 23 mai, non pas parce que, mais pour une raison très simple, hein, on a fait ça le 23 mai parce qu'il fallait éviter le 22 mai, parce que sinon les Guadeloupéens ne seraient pas venus. Il fallait éviter le 27 mai, parce que sinon les Martiniquais ne seraient pas venus. Et puis on est en région parisienne, donc c'est essentiellement des Antillais. Donc il se trouvait que le samedi, il y avait un samedi, c'était le 23. Donc on a défilé le 23. On n'a pas du tout réalisé que le 23 mai était le premier jour de libération des esclaves
dans les colonies françaises, c'était le 23 mai en Martinique. On n'a pas du tout réalisé ça, parce que le 22 mai, c'était le 22 mai. Et on ne pouvait pas imaginer que la loi Taubira sortirait au journal officiel le 23 mai 2001. Vous vous rendez compte? Comment on n'a jamais pu imaginer ça, parce que c'était pas possible. Et on a fait cette marche, et après cette marche, la marche, c'était mettre en fait l'esclave au centre du dispositif mémoriel, mettre la victime de l'esclavage au centre. Et cette marche a impliqué la loi Taubira, qui est une loi qui met en fait, qui dit qu'il y a un crime contre l'humanité. Et on a commencé un travail d'histoire et de mémoire. On a commencé les deux, mémoire et histoire. Et donc, la marche, c'est ça, d'accord? Donc, le paradigme change. Ce sont les victimes de l'esclavage qui sont placées au centre du dispositif mémoriel. Et le 23 mai, on décide, on réalise quelque chose, le 23 mai. On réalise que personne n'a le droit de vous dire où, quand, comment honorer la mémoire de vos parents. Personne n'a le droit de vous dire ça. Que ce soit le président de la République, que ce soit le pape, que ce soit... Aucune puissance ne peut vous dire quand vous avez à honorer votre anniversaire. Ce n'est pas possible. Et donc, on décide ce jour-là que tous les 23 mai, on honore le parent. C'est ça le point de départ. Et on considère un acte d'émancipation fondamental. Parce que jusqu'à présent, on nous dit quand il faut faire, quand il ne faut pas faire. Là, on décide que non. Nous honorons désormais, quel que soit, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, les 23 mai, on honore nos parents. Point trait. On n'était pas une histoire de loi, tout ça, c'était pas ça. Et donc, vous avez donc ici 40 000 personnes, un truc incroyable, moi je pensais qu'il y aurait eu 1000 personnes. Bref, vous avez donc l'inversion du paradigme, vous voyez, nous sommes tous des filles et fils d'esclaves. Ça, c'était quelque chose qui était important parce qu'il fallait parler du mot. Nous avons un proverbe, et Max connaît bien ce proverbe, en Guadeloupe, c'est qui dit « c'est poil à chien qu'a guéri mordant à chien ». Donc, on va au mot. Celui qui fait mal, celui qui donne de la honte, le mot esclave, eh bien on dit on est des descendants d'esclaves, volontairement. Et il y a la fiche esclavage qui contre l'humanité. C'est ce qui est retenu, en fait, par les politiques. La réponse des politiques à la marche du 23 mai, c'est ça, la loi Taubira. Bref, et puis on va développer un travail, on va entamer ce qu'on appelle un travail pour comprendre comment on fonctionne. Donc c'est, et j'arrive, Monsieur le Président, à votre question. Nous avons organisé, donc c'est Viviane, mon épouse, qui organise ça, qui est spécialiste d'ethnopsychiatrie, 600 séances de groupe de parole sur 10 ans. Et là, je peux vous assurer que là, on découvre notre fonctionnement. Et lorsque vous parlez de réparation, Monsieur le Président, la première des choses qu'il y a à réparer, sur laquelle il faut se pencher, c'est sur nous, vraiment. Ce que j'ai entendu pendant ces 10 ans, sur les familles, sur les mères, sur les pères, qui sont éternellement des fils, sur les préjudices de couleur dans les familles, sur comment dire ça, l'estime de soi catastrophiquement, terriblement abaissée. Des choses mais invraisemblables. Les gens ont compris pourquoi ils fonctionnaient comme ça. Parce que comme ils témoignaient, vous imaginez 400, des séances de 400 personnes, les gens témoignent de leurs difficultés, des enfants de pères différents dans une même maison, du fait qu'on aime celui-là plus parce qu'il est plus clair, etc., etc., où les violences familiales sont considérables, parce que la seule médiation qui a été connue, c'est la violence. Les gens se posent la question suivante. D'où ça vient? Et à ce moment-là, l'esclavage n'est pas un étendard politique. L'étendard est une matrice de sens. Et les gens comprennent qu'ils sont des descendants d'esclaves, non pas d'un point de vue génétique, mais parce que ce système a été créé comme ça. Et donc, si on comprend à ce moment-là que la première des réparations, c'est de parler de ça comme ça, de comprendre comment nous fonctionnons, nos difficultés à être. Que ça, c'est beaucoup plus difficile à faire que tout autre type de réparation.
Ensuite, nous décidons de les retrouver, c'est le travail généalogique, et puis de mettre en place donc, la journée du 23 mai. Et donc, pour les retrouver, c'est ce que je vous ai dit, donc les 4 associations, tous les registres qui ont été explorés. Je vous ai montré, voici voyez c'est ça? Voilà ce qu'on a exploré. Voilà ce que des gens, parce qu'ils avaient la force d'aller chercher leurs parents, voilà ce qu'ils ont fait. Donc, vous voyez, bon, c'est vraiment très compliqué tout ça. Vous avez des actes, vous avez la valeur des individus. Enfin bref, ma grand-mère coûtait, sa valeur était de 1500 500 francs. Là, vous avez donc les fichiers qui ont été faits. Et vous voyez des gens qui se sont mis. Ce n'est pas des historiens qui ont fait ça. Hein. Ce sont des gens qui ont fait ça. Des fois, ils prenaient une loupe, vous voyez, pour pouvoir lire. Il faut mesurer l'énergie des gens qui ont été retrouvés leurs parents. Et le mémorial ne peut se comprendre, et la valeur du mémorial ne peut se comprendre que si vous comprenez ça. Le prix du mémorial, c'est le nombre d'heures que les gens ont passées là-dessus. Il est considérable, il est inestimable. Et ce que les gens ont fait après, c'est qu'on on les a mis dans des livres, vous voyez, non, nous, non, nous. Vous voyez, on a fait ça comme ça pour que les gens puissent avoir ça chez eux. On a fait des monuments. Avant de penser au Mémorial national, on a testé tout ça. Vous voyez, des monuments que les gens fleurissent le 23 mai. On a fait un site internet où les gens tapent leur nom et ils trouvent leurs aïeux. On a fait des grandes séances de généalogie où les gens venaient prendre. Donc, on a fait de grands rassemblements. Ça, c'est le 23 mai. Puis finalement, cette mémoire est devenue une mémoire publique, puisque, en fait, en 2017, c'est rentré dans la loi. C'est-à-dire, on n'honore pas en France que l'abolition, mais aussi les victimes de l'esclavage. Et donc, la question, Monsieur le Président, la réconciliation, c'est d'abord avec nous. La première des réconciliations, c'est nous. C'est se réconcilier avec soi-même, comprendre et retrouver ses parents. Parce que si on ne fait pas ça, on ne peut rien faire au monde. On ne peut pas se présenter au monde de façon sérieuse. On ne vous respectera jamais. Si vous ne respectez pas vos parents, vos aïeux, on ne vous respecte pas. On peut faire semblant, mais on respecte ceux qui sont humains. Seuls les bœufs, les crapauds, les poules n'honorent pas leurs aïeux. Et les esclaves, parce qu'ils n'ont pas d'aïeux. Ils ne peuvent pas. Donc c'est clair pour nous ça. La première démarche de réconciliation, c'est avec nous. Et de toute façon, on est obligé après de concevoir des démarches de réconciliation tout azimut avec l'Afrique, ce qui n'a pas été évident, parce qu'au Bénin, voyez-vous, le roi du Bénin m'a plusieurs fois demandé pardon, etc., etc. Mais pour moi, ce n'est pas un problème, puisque j'existe, que je lui ai dit. Mais pareil avec les béquets. Le problème n'est pas de dire on va faire les bisounours. Le problème, c'est que si les gens reconnaissent ce que l'on fait, on n'a aucune raison de nous priver de l'aide qu'ils peuvent nous donner. Et puis, il me semble qu'il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est que nos pays, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, si elles arrivent à contrôler cette mémoire, elles peuvent être des lieux de tourisme mémoriel considérables. Voyez-vous, aujourd'hui, en Afrique, Gorée l'a démontré largement, le Bénin le démontre actuellement, la question du tourisme mémoriel est fondamentale. Le Nigeria l'avait compris au temps de Kunta Kinte. La question du tourisme mémoriel, c'est-à-dire que vous êtes capable d'aménager vos lieux de mémoire correctement pour qu'ils ne soient pas seulement des lieux de commémoration, mais des lieux où d'autres personnes viennent visiter. Et c'est aussi de l'économie. C'est aussi une façon de réconcilier les populations avec cette histoire. Si elles comprennent que ça peut être quelque chose de valorisant, que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion sont capables de présenter au monde une mémoire qui est apaisée, sont capables de faire que des lieux de mémoire puissent être renouvelés, réellement, restaurés. C'est ce que j'appelle le tourisme mémoriel. Et je suis pour le tourisme mémoriel. Ensuite, vous me demandez, donc je vous ai répondu fondamentalement sur la question de la réparation. Je pense que lors de la loi Taubira, il a été dit une commission, etc., etc. Je pense que là aussi, nous ne savions pas ce que ça veut dire, l'essentiel, être né dans un crime contre l'humanité. Personne ne peut réparer la honte. Personne ne peut réparer la filiation. Personne ne peut réparer l'estime de soi. Si ce n'est personne, aucun argent. Personne. Les premiers à le faire, c'est nous.
Et je peux vous assurer que c'est compliqué. C'est très, très difficile. Moi qui ai vécu un nombre considérable de groupes de parole, je peux vous assurer que ce n'est pas facile. C'est ce qui est le plus compliqué. Vous pouvez présenter une note, hein. Mais d'abord, vous n'êtes pas en rapport de force pour que cette note puisse aboutir, mais surtout, vous n'allez pas à l'essentiel par les réparations financières. Vous n'allez pas à l'essentiel. L'essentiel, c'est nous. C'est nous qui sommes le produit de cette histoire, de cette catastrophe. Et personne d'autre ne peut rien faire, sauf nous. On peut nous aider, parce que et pour moi, le mémorial national est un outil pour nous. Et en le faisant, vous me posez la question des hommes politiques, le gouvernement français nous aide. Et c'est important pour la France, puisque le mémorial national va être une façon de parler au monde. Mais il nous aide, si on sait bien servir de l'outil. Il nous aide par rapport aux problèmes que j'ai énumérés tout à l'heure. La honte, l'affiliation en particulier. Il nous aide considérablement. J'ai été long, je sais. Alors j'ai écouté vos réponses avec une très grande attention. Bon, je ne partage pas forcément l'analyse Bien sûr. finale. Bon, on ne va pas prendre le débat là, mais je pense que ce sera l'occasion de reprendre sous une autre forme, à bâton rompu. Bien sûr. Sur la Avec grande joie, monsieur le président. Oui, sur la question de la réparation et aussi sur l'œil bienveillant du gouvernement à nous accompagner vers cette réparation. Est-ce que je peux dire quelque chose là-dessus? Bien sûr. Non, c'est pas ça. Je pense que là, c'est paradigmatique de ce qu'il faut faire sur cette question. La personne n'est pas bienveillante particulièrement. C'est vous qui vous battez. Sandra peut témoigner des difficultés qu'on a eues au sein du gouvernement sur cette question. Après, c'est toujours la même chose. Ce sont des négociations. Vous n'êtes pas en rapport de force pour exiger quoi que ce soit. Déjà, dans nos pays, nous n'avons pas les mémoriaux nationaux. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous me dites la bienveillance. Et je vous dis, la première des choses, c'est nous. Je vous pose la question suivante. Vous comprenez qu'une fondation pour la mémoire de l'esclavage puisse être dirigée par un Nantais? Est-ce que vous comprenez ça? Et qui chez nous a posé le problème? Personne. Donc, en gros, ce que je veux vous dire, c'est qu'avant de regarder, de retirer la cire dans l'œil des autres, commençons par la retirer chez nous. Et si nous sommes fermes, tout est une question de rapport de force. Vous savez, pour obtenir la loi, je suis désolé, hein, je suis encore long, mais j'aurais pu parler. Évidemment, je peux faire un séminaire. Mais la dernière chose, mais ça me semble important. Pour obtenir la loi, je vais raconter l'histoire. Nous avons fait voter la loi du 23 mai et la reconnaissance des victimes de l'esclavage par la République française, ici, à l'Assemblée nationale, en octobre 2016. Vous savez ça mieux que moi, ça doit passer après, de l'autre côté là. Au Sénat. Au Sénat. Au Sénat. Un député guadeloupéen a bloqué la reconnaissance. Un sénateur. Un sénateur, excusez-moi. Non, les députés n'auraient pas fait ça. Un sénateur guadeloupéen, dont je tairai le nom, parce que je suis dans la réconciliation, a bloqué le texte, l'a retiré. Les sénateurs de la Guadeloupe... Mais il n'est plus sénateur. Je sais. Mais ce n'est pas ça qui a fait qu'il n'est plus sénateur. Mais les sénateurs de la Guadeloupe de l'époque m'avaient dit, mais jamais ceci peut se faire. Et si d'aventure ça se fait, eh bien, nous allons réintroduire le texte au Sénat. Vous connaissez ça mieux que moi. Commission de loi, la personne est dans la commission de loi, il retire, et si on peut réintroduire, un sénateur peut réintroduire. Le mercredi 11 janvier, oui, c'est un traumatisme, j'ai retenu la date, 2017. La loi, l'article a été retiré. J'appelle donc les sénateurs en question, et je leur dis, mais il faut remettre. Et ils me disent,
oh là là, il faut demander au parti, etc., etc. Nous sommes mercredi soir. Je suis au siège du CM98, les gens sont en train de taper les noms, là, etc. Et je vois que on va balayer comme ça 20 ans de travail. On va balayer comme ça la mémoire des victimes de l'esclavage. Balayer. On va rester à honorer les abolitionnistes et l'abolition de l'esclavage. Eh bien, vous savez, le jeudi matin, j'ai pris la décision de faire une grève de la faim. J'ai commencé la grève de la faim dans le froid, le vendredi matin. Non pas pour forcer, mais simplement parce que j'étais révolté du fait que les sénateurs aient retiré un texte sans en parler avec les personnes qui avaient proposé, et surtout parce que ça avait été voté aussi par l'Assemblée nationale. Les sénateurs sont venus devant le Sénat, j'en discutais avec eux. À la fin, eh bien, c'était la droite au Sénat. La gauche a voté le texte conformément à ce qu'elle avait voté. C'était à l'époque c'était une session en 2007, la dernière loi du quinquennat de François Hollande. Et le président sénateur de la commission des lois a voté pour. Et la plupart des sénateurs de droite se sont abstenus. Le texte n'a même pas été obligé d'aller en commission paritaire, là. Pas du tout. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, vous savez, c'est comme dans les cancers. Les ennemis, entre guillemets, sont parmi nous. Donc avant de combattre je ne sais pas qui, le vrai problème sur ces questions, c'est nous. Et si nous ne sommes pas déterminés, et si nous ne présentons pas un front uni sur au moins ce type de questions, qui sont des questions de base, puisqu'il s'agit de la mémoire de nos parents, eh bien nous n'aurons rien. Donc moi je ne me pose pas la question, est-ce que les gens sont bienveillants, est-ce qu'ils ont compris, pas compris. Quelque part, je ne suis pas dans leur tête. C'est un rapport de force. C'est tout. C'est tout. Donc, est-ce qu'ils sont bienveillants, leur conscience? J'en sais rien, moi. Moi, je regarde les actes et j'établis des rapports de force. Voilà. Vous savez, dernière chose, on n'a pas remboursé aux Juifs l'argent parce que l'État a remboursé. Hein. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est un procès qui n'a pas eu lieu, qui a fait que les banques suisses ont remboursé les avoirs juifs. Et pourquoi? Parce que tout simplement, le rapport de force, c'était que s'ils ne remboursaient pas, les banques suisses auraient des problèmes de fonctionnement. Donc, tout est une question de rapport de force. Je vous remercie, Monsieur Romana. Donc, ça confirme ce que je vous disais. Dans un autre temps, un autre lieu, on aura le temps d'échanger là-dessus allègrement. Je ne vais pas rebondir maintenant. Le temps est arrivé qu'on arrête là. Ah, il y a notre cher collègue de La Réunion, Jean-Hugues Grattenant. Je pense que le débat est terminé, on aura l'occasion d'échanger. Mais il y a un truc qui me gêne, c'est la France nous aide, le gouvernement nous aide. Vous avez dit ça, non? Je ne suis pas dans cette dynamique. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas aide. Je ne demande pas d'aide, moi. Ou bien je dis, si je suis un citoyen, traitez-moi comme un citoyen. C'est tout. Non, tu as 10 secondes, Max. Je te connais. Non, tu ne me connais plus. Oui, c'est ça. Ouais. Vas-y, Max. Non, mais tu es en train de mordre mes 10 secondes. Bon, moi, je voudrais... je connais Serge Romana depuis très longtemps. Depuis très, très longtemps, parce que nous avons connu... nous avons passé, en tout cas, une petite partie de notre jeunesse estudiantine ensemble, dans la même organisation estudiantine. Et à l'époque, nous nous battions pour l'indépendance de la Guadeloupe. Et je dirais que, pour finir, que je salue quels que soient les débats que nous prendrons après et les divergences d'appréciation que nous avons sur l'analyse politique profonde. Mais je voudrais quand même, je ne voudrais pas terminer, en fait, que nous terminions cette entrevue sans saluer l'immense travail qui a été réalisé. Je crois que chacun de son côté portait
une terre à l'édifice à sa façon, selon ses capacités, selon ses moyens, ce serait déjà une très, très bonne chose pour nous. Donc, c'est un pas considérable qui a été fait. Personnellement, j'ai été très ému, mais je le dis, même si DN n'est pas ma commune et n'est pas encore intégré dans cette recherche, nul doute qu'on pourra progresser sur cette question. Mais les Guadeloupéens que j'ai vus à Cap-Esther avant-hier avaient les larmes aux yeux face à la découverte de toutes ces familles de Cap-Esther qui sont ces personnes qui ont été nommées après l'abolition de l'esclavage et qui retrouvent leurs noms qui existent encore dans ces communes, qui se sont multipliés. Et moi, j'étais vraiment, on ne peut pas rester sensible à ça. Et je le dis profondément, je salue ce travail. Et je vous dirai que comme j'ai été signataire à l'origine, lorsque vous m'en avez parlé, et je n'étais pas le seul, mais je continuerai encore à accompagner autant que je le puisse dans cette direction, puisque c'est chacun à son niveau, chacun à son poste, et puis chacun selon ses capacités. Mais je voudrais que nous puissions continuer et aller encore plus loin. Merci encore, Serge. Donc, merci, collègue Max, qui a fait plus que 10 secondes. Comme d'hab. Non, blague à part. Avant de conclure, effectivement, donc, ça l'a été dans mon propos liminaire. Donc, il y a un travail titanesque qui a été fait. Je pense que ça, tout le monde pourra le reconnaître et le saluer grandement par rapport à ce qui va être mis en œuvre. Donc, nul ne pourra dire autre chose là-dessus. Et donc, un grand merci à vous et toutes les personnes qui vous accompagnent sur ce qui a pu être fait et sur ce qui reste à faire encore sur l'aboutissement de ce travail de très longue haleine. Donc, le chemin est encore long. Il n'est pas abouti. Je pense qu'il se fera encore sur plusieurs générations, puisque vous l'avez même montré. Hein. Dans notre histoire, on a passé plus de temps en esclavage que dans l'esclave. Donc, ça veut dire tout le travail qui doit rester à faire aussi sur nous-mêmes pour l'avenir. Donc, un grand merci à vous, Monsieur Romana. Donc, je dis un grand merci aussi aux collègues et collaborateurs qui ont pu se rendre disponibles pour cette audition. En tout état de cause, nous, automatiquement, on vous emboîte le pas sur ce sujet-là. Donc, nous verrons comment nous, au niveau de la délégation, on pourra porter notre pierre à l'édifice aussi à cela. Donc, ça veut dire que très bientôt, nous serons amenés à nous revoir et à échanger encore à nouveau. Donc, un grand merci. Et je dis merci à tout le monde. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et portez-vous bien. Ah oui, pardon. On salue l'arrivée tardive, mais hautement appréciable des collègues Nilor de la Martinique et Castor de la Guyane. Allez, bonne fin de journée à vous, les gars. Je vous remercie de m'avoir vraiment. Et puis, comme je vous ai dit, une fois que le maître d'œuvre va être choisi, vous allez être contacté de façon très claire, très nette, etc., etc. Merci.